Ok, bah écoutez, on va démarrer. Voilà, on va essayer de monter la voix. Alors, bonjour, bienvenue à tous, toutes et tous. J'espère que, bien sûr, vous profitez bien de ce temps radieux pour découvrir tout ce que le festival Tous engagés dans cette édition 2018 a à nous offrir. Un grand merci à la Croix-Rouge, bien sûr, de nous avoir conviés dans cette thématique aujourd'hui, les robots au service des handicaps, en partenariat avec Nexem. Donc à la fois la Croix-Rouge et Nexem auront l'occasion de nous présenter leurs interventions dans ces domaines autour de la robotique dans quelques instants, dans une table ronde qui aura lieu ici même. Également, aujourd'hui, on a prévu, parce que quand même la thématique robotique est fondamentalement innovante et disruptive, alors on a prévu de faire intervenir 2 startups du domaine qui, comme il se doit, devront pitcher. Et donc ils pitcheront devant vous à la fois leurs histoires, leurs solutions, leurs visions aussi par rapport à ce domaine et en quoi la robotique peut aider. Alors j'ai avec moi pour animer cette thématique et cette table ronde et également peut-être tenter de challenger nos intervenants de renom lors de la table ronde, Julie Renaud, donc directrice scientifique d'Auticiel, et je suis moi-même Laurent Pipiton, cofondateur d'Auticiel. Alors juste avant qu'on démarre, on va démarrer dans quelques instants, mais avant qu'on démarre, on voulait vous dire 2 mots quand même de qu'est-ce que c'est Auticiel et pourquoi on est là devant vous pour animer la table ronde. En fait, on est là aujourd'hui pour 2 raisons. On a un peu 2 casquettes, si vous voulez, dans cette discussion-là. Alors, tout d'abord, notre rôle au sein d'Auticiel. Auticiel, c'est une start-up de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qui a été créée en 2013. Et on se concentre tout particulièrement sur la conception et le développement de solutions numériques sur tablette pour aider le quotidien, l'autonomie du quotidien de personnes en situation de handicap cognitif et mental, et également pour donner finalement de la capacité d'agir aux aidants qui accompagnent ces personnes. Alors, si vous voulez, comme beaucoup de nos pairs, on manipule beaucoup les technologies du numérique, particulièrement l'intelligence machine et également tout ce qui va être la big data, pour réussir à aller dans une dimension de meilleure validation, d'améliorer l'efficience de nos solutions. Et donc tout ça s'accompagne par, bien sûr, on va le dire, beaucoup de validation scientifique. Voilà, donc Julie est là pour représenter ça. Donc, où en étais-je, pardon. Et donc cette validation scientifique, elle est aujourd'hui interne à Auticiel. Et ce dont on s'aperçoit particulièrement, c'est qu'il y a un besoin d'externalité, il y a un besoin d'indépendance de la validation pour toutes les technologies qui s'appliquent au handicap. Et c'est un petit peu le deuxième point et la deuxième casquette qu'on représente aujourd'hui. Auticiel, on est membre actif d'un comité de travail, d'un groupe de travail au sein du Syntec numérique, qui est le groupe de travail numérique et handicap. Et donc on a remis un rapport de filière qui regroupe quand même 40 PME innovantes on va dire de l'innovation française. Toutes ne sont pas de la French Tech, mais quand même pas mal en font partie, nous on en fait partie. Et on a remis ce rapport donc à 2 ministres, Sophie Cluzel et Mounir Majoubi. Et finalement, si on réfléchit bien, l'intersection de ces 2 ministères correspond en tout point à notre thématique d'aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'on leur a remis ce rapport qui a comme visée, encore une fois, de chercher à trouver, à montrer qu'en France, il y a quand même du travail à faire dans la coordination politique, trouver des solutions de solvabilisation des acteurs et ça, bien sûr, de validation et d'indépendance dans la reconnaissance de quelles sont les bonnes solutions. Voilà, j'en arrête avec cette introduction et comme promis, on va passer à ce que vous attendez. Premièrement, ce sont les pitchs. J'invite Marine de l'ECA. J'étais sûr que j'allais la faire celle-là, hein. C'était obligé. Marine de l'ECA à nous rejoindre et pitcher donc sa solution. Merci. Je vais juste mettre le... Bonjour à tous. Alors depuis le début du projet en 2011, on a conçu l'ECA main dans la main avec les enfants, les parents et les professionnels pour être sûr de répondre à tous leurs besoins. Aussi, je vais vous présenter Mathieu, qui est un des tout premiers enfants
à avoir testé les premières versions de l'ECA. Mathieu, il parle peu, il a beaucoup de stéréotypies et il a des difficultés d'interaction en groupe, dues notamment à son hypersensibilité. Et aujourd'hui, c'est plus de 150 enfants, accompagnés par la centaine de professionnels, qui expérimentent l'ECA dans plus de 30 établissements sanitaires et médico-sociaux. Vous le savez peut-être, un enfant sur 68 naît touché par l'autisme. Ça représente plus de 70 millions de personnes dans le monde. Et nous, on s'est donné comme mission d'aider ces enfants à sortir de leur bulle. On veut les aider à mieux communiquer, à développer leur capacité à interagir avec les autres. Et c'est de cette idée qu'est né l'ECA, notre petit robot, donc que je suis fière et heureuse de vous présenter aujourd'hui. Le but avec l'ECA, c'est de susciter d'abord l'intérêt et la motivation pour ensuite favoriser les apprentissages. Alors pour entrer en interaction, du coup, l'ECA, il a plusieurs qualités. D'abord, il est sensoriel. Il va faire des couleurs, des vibrations, des mouvements. Ensuite, il est stable, c'est-à-dire qu'il ne va jamais être fatigué de répéter 100 fois la même chose. Il est prédictible. Tous ses comportements sont programmés à l'avance. Il est contrôlé par une tablette, donc ça permet en fait aux professionnels de choisir la réaction qui va être la plus adaptée et surtout de coter le niveau de guidance qui a été apporté. Et enfin, surtout, il permet d'analyser les données de l'interaction pour suivre les progrès de l'enfant, mais aussi ensuite pour pouvoir adapter les programmes et les parcours. Mais là où c'est très intéressant et là où l'ECA est unique, c'est en fait dans les applications qu'on met à l'intérieur. En fait, on propose des jeux qui permettent d'apprendre en s'amusant, mais aussi des parcours éducatifs progressifs. Ils ont tous les deux été développés en suivant les méthodologies comportementales et développementales qui sont recommandées par la Haute Autorité de la Santé. On a d'un côté, du coup, les activités qui vont être plus souples et personnalisables pour les professionnels, et de l'autre côté, des parcours éducatifs qui vont cibler des compétences pivots généralisables, comme le travail de la demande spontanée ou alors le tour de rôle en contexte de jeu. Alors, les deux premiers parcours de l'ECA, ils ont été finalisés en collaboration avec le CERPPS, qui est un laboratoire qui est rattaché à l'université de Toulouse-Jean Jaurès, et ça dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec Nexem. Alors vous connaissez peut-être Nexem, qui est partenaire de l'événement aujourd'hui et qui représente plus de 3000 associations et 10 000 établissements partout en France. Les parcours, le laboratoire, en plus de nous avoir aidés à développer et à finaliser ces deux parcours, a testé et est en charge de l'évaluation dans le cadre d'une expérimentation qu'on mène auprès d'une vingtaine d'enfants avec TSA dans plus de 5 associations différentes. Les résultats, pour l'instant, sont confidentiels et vont être révélés en début d'année 2019, mais sont assez prometteurs. En fait, depuis 2016, avec le soutien d'AG2R La Mondiale, Nexem nous accompagne justement dans le développement des applications, dans l'évaluation scientifique de ces applications. Et le but, c'est qu'on puisse fournir un outil qui soit vraiment pertinent, qui ait été validé scientifiquement et où on sait quels apports on a pour les enfants et pour les professionnels. Donc tout ce travail de développement qu'on accomplit depuis un certain temps, tout ce travail d'évaluation, d'expérimentation, c'est que le début, parce que nous travaillons aujourd'hui à industrialiser la version du robot que vous voyez ici, qui est pour l'instant un prototype, pour pouvoir le rendre accessible au plus grand nombre. Et donc l'ECA, je vais finir par la signification. Ça signifie en suédois « jouer et se soigner » et c'est exactement ce pourquoi il est fait. Merci. Merci. Merci beaucoup Marine. Alors on va appeler maintenant Adrien de la société AVA pour nous présenter sa start-up. Bonjour à tous et à toutes. Alors AVA, moi je la fais beaucoup plus sobre en termes de nom d'image. Ouais, c'est ça. AVA, c'est une application qui peut donc se télécharger sur des téléphones portables et qui sert à tout un chacun, toute un chacune de sous-titrer
en temps réel. J'aime beaucoup présenter Ava en disant que c'est une application qui a été créée pour les entendants qui ne connaissent pas la langue des signes, pour pouvoir parler plus facilement avec leurs amis, cousins, collègues et proches, sourds et ou malentendants. L'idée, voilà, si on a 10 personnes autour d'une table, on a 2 sourds et on a 8 entendants, et si les entendants jouent le rôle d'utiliser leur téléphone comme un micro, eh bien, les sourds, sur leur téléphone à eux, peuvent recevoir du sous-titrage, un petit peu comme ce que vous avez à l'écran. Ce qui est amusant, c'est que, en fait, on s'y attendait pas beaucoup au début, mais comme on a beaucoup de personnes qui sont venues nous voir en nous disant « Ah, mais alors, votre truc, ça traduit, c'est ça ?» Mais que voulez-vous dire par traduire? Ça passe d'une langue A à une langue B. Nous, on fait de la transcription, c'est-à-dire que lorsque vous parlez français, on peut apporter des sous-titres en français. Et puis, en fait, on peut le faire à la machine à café, on peut le faire à la réunion dans le couloir, on peut le faire dans une conférence pour peu qu'on ait un câble en plus pour brancher le téléphone au micro. On peut en apporter un peu partout, mais traduction, ça vous intéresserait. Et effectivement, on se rend compte qu'à partir du moment où on arrive à capter la voix pour en faire du texte, traduire ce texte, c'était pas forcément un travail infaisable à côté. Et on commence à être approché par des personnes qui sont intéressées, non pas pour sous-titrer parce qu'il y a un sourd au milieu d'entendants, mais parce qu'on a un germanophone au milieu de francophones ou autre. Voilà, là aujourd'hui on est en version alpha, on est en train de tester en interne ces solutions. Mais sinon l'idée c'est vraiment de dire que on rend accessible des conversations qui d'habitude ne sont jamais accessibles via un interprète. Parce que lorsqu'on a un séminaire, une conférence, alors la grande scène est accessible parce qu'il y a des interprètes, parce qu'il y a des vélotypistes, parce qu'il y a de la sténotypie, parce qu'il y a des professionnels de la transcription rapide. Mais quand on sort et que l'interprète est parti et que le vélotypiste a rangé sa machine, eh bien là, on se retrouve dans le couloir, on se retrouve sur le gazon, là, à côté de la tente, on se retrouve à la cantine le midi, sur des tables posées sur un tréteau, et puis on ne peut plus se parler. Et en fait, c'est ces moments-là où on cherche à apporter une solution et où je crois qu'on y arrive pas mal au regard du nombre de personnes qui nous contactent et aussi ceux qui nous envoient des fleurs en nous disant qu'ils sont très contents d'utiliser l'appli. Voire même des personnes qui commencent à apprendre la langue des signes parce qu'ils ont rencontré des sourds avec lesquels ils ont discuté via des applications. Par exemple, Ava. Voilà, 4 minutes. C'était pour vous en parler. N'hésitez pas à le télécharger si vous voulez. Merci. Ok, alors merci beaucoup Adrien pour ce pitch. On a pas mal de questions quand même pour toi, notamment sur le lien avec la robotique quand même, mais tu pourras y répondre par la table ronde. Donc on va inviter tout le monde à nous rejoindre pour cette table ronde et cette deuxième séquence. Voilà, donc du coup cette table ronde, vous le savez, hein, donc je vous en prie, venez nous rejoindre pour la table ronde. Donc cette table ronde, elle est autour du développement de l'autonomie des personnes en situation de handicap grâce à la tech et tout particulièrement grâce à la robotique. Et donc, on va vous présenter les acteurs de renom qui sont venus nous rejoindre. Tu peux venir aussi, Adrien, tu en fais partie. Donc, on est très heureux d'accueillir Madame Dominique Gillot, présidente du CNCPH, donc le Conseil national consultatif des personnes handicapées, également ancienne secrétaire d'État chargée des affaires sociales et de la santé, et puis secrétaire d'État en charge des personnes âgées et handicapées. Est-ce qu'on a été juste? C'est bon. Madame Céline Poulet, donc de la Croix-Rouge française, déléguée nationale aux personnes en situation de handicap. Monsieur Philippe Calmette, administrateur de Nexem et également ancien directeur général de l'ARS du Limousin. Et donc on ne présente plus Adrien puisqu'il vient de se présenter. Alors pour démarrer cette table ronde, on voulait démarrer tout simplement par une première question, puisqu'on a vu l'exemple de 2 pitchs dont l'un, je dirais pour le grand public, était clairement robot, l'autre ne l'était pas, en tout cas du point de vue du grand public, on peut le dire comme ça. Et donc on voudrait que chacun vous nous donniez un petit peu votre avis sur, d'une part, qu'est-ce que c'est les robots et surtout qu'est-ce que c'est les robots dans le contexte du handicap. Et voilà, chacun vos sensibilités par rapport à ça. Et après, on enchaînera sur des questions plus techniques. Qui veut commencer ? Je veux bien commencer, notamment en faisant la distinction entre les robots et les nouvelles technologies. Je pense qu'un robot, c'est une application technologique qui met en œuvre plusieurs techniques, plusieurs vecteurs scientifiques et plusieurs réflexions. Et il y a des robots qui ne sont pas du tout visibles. Hein. Une application dans un ordinateur, c'est un robot. Mais on le
le qualifie pas comme ça parce qu'il n'a pas une visibilité. Là, on a un petit robot qui ressemble à un individu, hein, donc il a un robot, on voit bien comme ça. Le petit ballon Leica, il est robot dans sa conception, mais dans sa manière dans son appréciation visuelle, pas. Donc je crois que c'est important qu'on puisse bien s'entendre sur de quoi on parle. Alors on est aujourd'hui, je crois, dans un moment, dans une période extrêmement intéressante du point de vue de l'émergence des intelligences artificielles qui permettent, grâce à des... Oh, on entend du bruit, hein, grâce à l'accélération des modes de calcul, hein, technologiques, grâce aussi à l'accumulation des données, que vous avez appelées les data tout à l'heure, qui permettent d'avoir une multitude d'informations et de faire travailler ces informations avec des outils informatiques très rapides, d'extraire des connaissances, d'extraire des pratiques qui peuvent être au service de personnes qui en ont besoin. Alors ça peut être l'industrie, ça peut être l'enseignement, ça peut être la recherche scientifique et ça peut être les personnes avec des besoins spécifiques parce qu'un handicap, qu'elles vivent avec un handicap. La démonstration d'Adrien, c'est ça, hein, de tout à l'heure, était probante à ce niveau-là. Et on a bien vu que d'une application destinée à communiquer, à permettre de communiquer avec des personnes sourdes, eh bien, ça devient une application qui va permettre de communiquer entre des personnes qui ne parlent pas la même langue. Donc là, on a vraiment la démonstration que la science, les découvertes qui sont faites au bénéfice du dépassement d'un handicap peuvent servir le tout un chacun et le développement économique. Alors, il y a beaucoup de domaines dans lesquels ces applications numériques, ces intelligences artificielles peuvent être utilisées, donc dans le domaine de la médecine, pour l'accélération du diagnostic, la fiabilité des diagnostics. C'est sûr qu'un radiologue qui va avoir la connaissance, l'expérience de 250 cas particuliers, s'il peut s'appuyer sur un algorithme, une application qui va lui lire très rapidement des centaines, voire des milliers de radios, il aura un diagnostic qui sera beaucoup plus fiable. Il ne va pas remplacer le radiologue. Le radiologue va s'appuyer sur la technologie. Dans d'autres domaines scientifiques, ce sera pareil. Et dans le domaine du handicap, je pense que ça peut être de la même nature. C'est-à-dire que l'imprimation, le lien avec une technologie d'intelligence artificielle peut permettre à une personne handicapée de mieux dépasser son handicap, de mieux compenser son handicap et de devenir encore plus performante. Mais je ne pense pas que c'est ce que vous appelez les robots, ces applications, pourront remplacer un jour la personne handicapée ou son aidant. Ça ne peut être qu'un complément et une amplification de la compétence et de l'intelligence de la personne. Moi, je vais illustrer en fait les propos de Dominique parce que je ne vais pas reprendre la définition du robot. On sait tous ici que le robot, c'est pas la forme robotique, hein, c'est ce qu'on appelle aussi les robots conversationnels, hein, ce qu'on appelle les chatbots chez nous. C'est évidemment la robotique, ce sont les nouvelles applications, c'est l'intelligence artificielle, c'est le deep learning au service aujourd'hui de toute la population. Hein. C'est pas forcément les publics en situation de handicap, c'est au service de toute une population et ça génère évidemment, une accélération en fait dans les différents champs sur lesquels on intervient et différents rapprochements. Moi, je fais 3 illustrations pour la Croix-Rouge française. La première, aujourd'hui, on utilise un robot, un chatbot, un robot conversationnel dans nos crèches. Alors, pourquoi faire? Alors, on va l'utiliser, on est en train de le développer. C'est quoi ce chatbot? Qui est un robot, hein. C'est pas un robot, c'est un chatbot. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les crèches de la Croix-Rouge française, on a des enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux que l'on repère très mal. Il n'y a pas d'outil de repérage sur les troubles neurodéveloppementaux. On n'en a pas non plus sur les troubles du spectre de l'autisme, qui est un trouble neurodéveloppemental. Et les professionnels ne peuvent pas, ils n'ont pas d'outils en fait, pour les identifier. Donc en fait, on met en place un chatbot. Vous voyez ce que c'est qu'un chatbot, hein? C'est un robot qui vous pose des questions, donc des questions évidemment qui ont été paramétrées par l'homme, hein, qui n'est pas paramétré par le robot bien évidemment, et qui s'appuie évidemment sur des recherches scientifiques. Ce qui est intéressant dans ce robot-là, c'est quoi? C'est qu'en définitive, on forme le professionnel en plus sur les troubles neurodéveloppementaux
en plus que de lui donner des repères sur le repérage et le diagnostic précoce. Ça, c'est ce que dit parfaitement et très bien Dominique, c'est comment, en définitive, ces nouvelles formes en fait, d'intelligence permettent évidemment d'aller beaucoup plus vite sur des dépistages et des repérages. Donc là, on est sur l'aspect santé. Le deuxième qu'on vient de voir, le fameux petit robot Leka, nous, on l'a dans les crèches. On s'aperçoit de quoi? En fait, on voit bien que c'est un robot extrêmement... D'ailleurs, quand vous y allez, vous voyez les enfants. Vous êtes en incapacité de dire qui est en situation de handicap ou pas, tellement ils sont dans le jeu, en fait, avec Leka. Leka, elle n'est pas seulement pour des enfants avec des troubles du spectre de l'autisme, on n'arrête pas de leur dire. Leka, c'est un robot pour tous les enfants. Ça crée une émulation. Bien sûr, c'est programmé pour faire progresser des enfants qui ont des troubles du spectre de l'autisme, mais avant toute chose, c'est un robot et c'est un jeu, en définitive, et on voit que tous les enfants, en définitive, jouent avec cette boule, et vous ne pouvez pas, en fait, identifier quel est l'enfant qui a des troubles du spectre de l'autisme et les autres. Donc ça crée de la mixité, du jeu ensemble, ça crée du lien social. C'est ça, là aussi, la robotique. Troisième exemple, on développe les petits robots, là, que vous voyez, là, alors, Nao ne sert à rien, par exemple, pour les enfants en situation de handicap. Il ne sert à rien. Quand il est comme ça, quand on le regarde, il ne sert à rien. C'est une machine extraordinaire parce que quand il se met à danser, tout le monde le prend en photo, parce qu'il est extraordinaire, il fait des petits mouvements. Mais pour accompagner des enfants avec des troubles du spectre de l'autisme ou des enfants polyhandicapés, bof. Eh bien, ce robot-là, à quoi ça nous a servi? En définitive, ça nous a servi à quoi? À faire le lien, en définitive, avec des professionnels, des AMP, des assistants médicaux, des travailleurs sociaux, etc., qui, très éloignés de la robotique, nous disent « Mais attendez, il ne sert à rien votre robot ?» On dit « Très bien, il ne sert à rien. Développez vous-même une application. Imaginez un scénario pour pouvoir, pour que le robot serve à quelque chose. » Ils sont repartis dans leurs établissements, ils sont revenus avec des scénarios. Et des scénarios, on dit, c'est ça. Et avec ces scénarios-là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a été les voir, nos programmateurs, les programmateurs qui, eux, sont eux-mêmes des personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme, Asperger. Et ce qui est très intéressant au travers de ce robot-là, c'est l'objectif, in fine, bien sûr, c'est accompagner des enfants qui ont des troubles du spectre de l'autisme, mais d'abord, c'est cette rencontre entre des professionnels engagés sur le médico-social, des développeurs qui sont eux-mêmes concernés par ce trouble neurodéveloppemental, au service d'enfants en situation de handicap. Donc la robotique, pour nous, c'est un accélérateur de société. On parle d'AVA. AVA, j'en ai parlé tout à l'heure. AVA, pour nous, c'est extraordinaire pour les migrants. Extraordinaire. Aujourd'hui, quand vous êtes sur l'accès aux soins des migrants ou des publics en grande précarité, eh bien, on ne réfléchit pas à nouvelles technologies, on ne réfléchit pas à AVA, par exemple. Voilà. Et c'est cet accélérateur de citoyenneté qui nous intéresse au travers du robot, de l'intelligence artificielle et demain du deep learning, parce que nous, on y croit beaucoup. Ça ne remplacera pas l'homme, il faut arrêter ces fantasmes. Mais derrière, il y a toute cette question, et ça, je pense que Philippe Calmette va le développer mieux que moi, qui est évidemment le retour d'impact de ces utilisations sur l'utilisateur, bien évidemment, et en associant l'utilisateur lui-même et sur son environnement. Oui, alors répondre à la question que vous inspirent les robots, en première intention, je répondrai que ça m'inspire des obligations. Deux obligations en particulier. Moi, j'ai été confronté à des startups, à des entreprises confirmées, parfois des groupes importants, certains groupes français multinationaux, je pense à l'électricien Legrand, qui, lorsque j'étais directeur général de l'ARS du Limousin, venait régulièrement nous présenter des innovations, des produits, des techniques nouvelles, pour qu'on les expérimente, pour qu'on les teste et bien sûr pour qu'on les finance, en tout cas qu'on finance le déploiement. Et donc la première obligation, quand on se trouve dans cette situation, et à laquelle aujourd'hui on ne sait pas répondre, c'est l'évaluation de ces innovations, de ces nouvelles technologies, et l'évaluation de leur impact sur les personnes fragiles, les personnes handicapées, auprès desquelles elles peuvent apporter des services ou des formes d'accompagnement nouvelles. Donc c'est un premier sujet, c'est celui-là. Comment évaluer, avec quel outil, avec quel dispositif, avec quel partenaire,
évaluer l'innovation que représente la robotique ou les avancées technologiques. On doit s'organiser rapidement, je pense, le plus rapidement possible, entre les acteurs de santé qui sont amenés à utiliser ces outils, ces robots, ces nouvelles technologies dans leur pratique d'accompagnement de tous les jours avec leurs professionnels. Et on doit s'interroger avec les pouvoirs publics sur qu'est-ce qu'on crée, quel dispositif mettons-nous en place pour nous permettre d'évaluer l'efficacité de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles propositions, de ces nouveaux produits sur les personnes en situation de fragilité. Pour les médicaments, on a créé une agence du médicament qui évalue, qui donne des autorisations de mise sur les marchés. Pour les pratiques professionnelles, on a créé l'HAS, la Haute Autorité de Santé, qui évalue ces pratiques, qui en recommande certaines. Pour l'innovation technologique, on est aujourd'hui dans une situation de manque. Donc il y a quelque chose à créer rapidement, et il faut le faire rapidement parce que faute de dispositifs d'évaluation, on passe à côté de la possibilité de développer rapidement des outils qui feraient la preuve de leur grande efficacité en matière d'accompagnement. Et ça amène au deuxième sujet, qui est celui de la solvabilisation. Une fois qu'on a évalué des outils, des nouvelles technologies, si les résultats sont positifs, il est de l'intérêt général de très rapidement les déployer dans l'ensemble des établissements, des services ou auprès des personnes qui en ont besoin. Donc la question de la solvabilisation et du financement se pose également. Alors quand on parle solvabilisation et financement, on se tourne vers l'assurance maladie, on peut se tourner vers les agences régionales de santé, on peut se tourner éventuellement vers l'État pour une partie des financements, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteur en charge de ces questions-là, qui sont les questions essentielles du déploiement. Voilà, donc si on veut prospérer, faire un effort significatif au service des personnes en situation de fragilité auprès desquelles ce type d'outils sont utiles, il faut collectivement que l'on se dote rapidement d'un dispositif d'évaluation et simultanément de dispositifs de financement et de solvabilisation de ce qui aura été reconnu comme pertinent en matière de nouvelles technologies et en matière d'outils. Bon, merci pour tous ces premiers éléments de réponse. On a même beaucoup avancé déjà dès sa première question. Peut-être Julie, tu veux du coup rentrer un peu plus dans chaque détail à nouveau ? Effectivement, ça va nous inspirer un certain nombre de questions. Je vais commencer par vous, Madame Gillot. Alors, je sais que le gouvernement vous a mandaté pour faciliter et sécuriser l'emploi des personnes avec handicap et que vous avez justement publié un rapport très récemment à cet effet. Une des préconisations de ce rapport, c'est de mobiliser des leviers dynamiques comme les outils numériques pour justement faciliter l'autonomie des personnes avec handicap au travail. Du coup, je voulais avoir votre avis sur comment justement on vient intégrer ces nouvelles technologies pour mieux accompagner finalement les personnes avec handicap au travail, alors dans l'entreprise adaptée, mais même dans le milieu ordinaire finalement. Je vois que vous avez bien lu parce que vous avez ressorti toute la phrase exacte. Exactement. Les mots-clés. Oui. Mais alors, moi, je pense qu'il faut d'abord regarder ces nouvelles technologies comme un intérêt à partager entre tous. C'est un enjeu de société, c'est un progrès de la société qui doit profiter à tout le monde. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des outils numériques qui peuvent profiter encore plus aux personnes qui vivent avec un handicap et qui s'emparent de ces technologies-là pour mieux dépasser, mieux compenser leur handicap. C'est le cas, ça a été le cas. Alors on reprend toujours l'exemple de la télécommande. La télécommande de la télévision, elle a été inventée par une personne qui ne pouvait plus se déplacer pour aller appuyer sur son bouton de télévision. On n'imagine pas aujourd'hui qu'il faille aller appuyer sur un bouton pour changer de chaîne. Et bon, ben voilà. Donc il y a des choses aujourd'hui qui sont inventées par la recherche fondamentale, qui sont trouvées, qui rencontrent un marché parce que c'est intéressant, c'est utile, c'est ludique. Le petit robot Leka, il est ludique et il est utile à tout le monde. Ce petit robot-là, il peut être utile à tout le monde. On peut lui faire tout ce qu'on veut.
L'application AVA, elle est utile pour communiquer entre des entendants et des personnes sourdes, mais entre des personnes francophones et des personnes non francophones. Enfin, on s'aperçoit que le champ d'ouverture est considérable. Donc il ne faut pas limiter, je pense, l'intelligence artificielle et les innovations à la seule sphère thérapeutique ou médicale. Voilà, c'est dans le tout. Et comment est-ce qu'on peut rendre ces outils-là performants et reconnus par les personnes handicapées qui, dans leur fonction professionnelle, eh bien, en les rendant accessibles. Et une des premières choses que je préconise, c'est que tous ces outils-là soient accessibles au plus grand nombre. Et donc référencés, j'imagine. Pardon ? Et donc référencés aussi. Oui, référencés, mais surtout accessibles. C'est-à-dire que quand on imagine un algorithme, il faut qu'il soit, comme disent les professionnels, natif accessible. C'est-à-dire qu'il soit accessible à toutes les personnes, quel que soit leur niveau de handicap. Donc les malvoyants, les sourds, les dyspraxiques, les dysphoniques, les personnes avec autisme. Il faut penser que tout le monde puisse y accéder. Ça ne doit pas être ségrégatif, ces outils-là. Et une fois qu'on a dépassé ça et qu'on aura imposé par la loi que tous les outils numériques puissent être natifs accessibles, déjà on aura fait un grand progrès. Et on n'en est pas encore tout à fait là. Bon, après, il faut qu'on puisse identifier dans les aménagements raisonnables des outils qui peuvent être utiles par les personnes qui ont des besoins spécifiques dans leur emploi. Et que les entreprises acceptent que ces outils-là fassent partie de la panoplie d'aménagement du poste de travail et que la personne avec un besoin spécifique puisse dire, écoutez, moi, votre boulot, là, je peux le faire, mais avec ça. C'est pas vous, c'est pas la personne, c'est pas le recruteur qui va dire vous êtes aveugle, vous pouvez pas faire ça. Si, moi je suis aveugle, mais avec cet outil-là, je peux travailler. Et donc c'est un dialogue autour des nouvelles technologies, avec les nouvelles technologies, qui doit nous permettre d'avancer. Alors là, on a beaucoup parlé des technologies numériques, impalpables, mais il y a aussi une application dans la mécatronique pour permettre aux personnes de se déplacer plus facilement avec des machines d'accompagnement, des fauteuils roulants qui soient légers, qui soient manipulables, mais aussi des exosquelettes partiels ou voilà, des bras articulés pour soulager, pour rendre la performance de l'homme avec un besoin spécifique plus performante, plus forte. Donc c'est l'intelligence d'accompagnement, l'intelligence de complémentarité et la force de complémentarité. Et c'est par une osmose permanente, un dialogue permanent entre les scientifiques, les inventeurs, les producteurs, les exploitants et les usagers, qu'ils soient handicapés ou non, qu'on parviendra à cette bonne progression, à cette nouvelle étape de progrès partagé. Oui, tout à fait. Merci. Je partage évidemment tout ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a le point extrêmement important, c'est en effet de développer pour tout le monde, c'est-à-dire en mode natif. On voit sur les sites internet aujourd'hui que, il y a une difficulté à rendre les sites internet accessibles à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on ne les a pas créés en mode natif, alors que ça coûte pas cher de les créer en mode natif. C'est-à-dire que ça coûte plus cher de le rendre accessible que ça. Et c'est tout pour tout, c'est comme ça aujourd'hui. Moi, il y a deux choses extrêmement importantes, à la fois sur l'évaluation et sur la création. Moi, je trouve que c'est extrêmement important. Par exemple, nous, on travaille avec OtiConsult sur justement le développement des robots Nao, là, du petit robot. Je trouve que c'est extrêmement important que ce soit aussi les personnes qui sont concernées, qui soient acteurs. Et moi, ce que je crains dans les modes d'évaluation, même si je partage complètement ce que vient de dire Philippe Calmette, c'est qu'à un moment donné, il faut que l'évaluation, elle soit centrée sur le bénéficiaire. C'est-à-dire que ce soit les personnes qui disent si oui ou non c'est utile, pas utile, et qui donnent des idées. Et aujourd'hui, le co-design dont on entend beaucoup parler, on le voit pas terrible quand même. On le voit avec l'ECA, bien évidemment. On le voit avec Nao quand on commence à se dire tiens, comment on pourrait développer. Mais c'est pas toujours. Généralement, quand on vient à la Croix-Rouge française, c'est qu'on vient tester une application qu'on trouve formidable et qu'on pourrait le tester auprès des publics que vous accompagnez, ça serait génial. Sauf que ce qui est intéressant, c'est de repartir aussi par rapport à des choses qui ne sont pas développées, des besoins. Et on le voit que ça marche très très bien, par exemple avec eFabric, qui a cette intelligence d'aller d'abord chercher le besoin de la personne et de se dire,
bah tiens, de manière agile et souple, tout à fait, on peut prendre cette application, on le développe, et puis après on le diffuse, etc. Et il faut faire très attention à ne pas réinstitutionnaliser toute cette énergie et cette innovation débordante, parce que derrière, sinon, bah, on va retomber aussi dans un travers qui est un peu un travers français, c'est-à-dire que ce seraient des experts qui décideraient pour la personne handicapée que c'est ça qui est bien et puis le reste c'est pas bien, etc. Donc il faut faire attention. Sur la partie solvabilisation, il y a un vrai problème en France sur cette partie solvabilisation. Vous savez encore mieux que vous qui développez vous-même aussi, et vous voyez très bien comment percer dans le médico-social, c'est pas évident, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui véritablement d'enjeux affichés. Si je suis un peu technique, par exemple sur la dernière circulaire, par exemple sur les budgets des établissements médico-sociaux, rien sur le numérique, que dalle. C'est-à-dire c'est comme si on vivait encore dans les années 60 et qu'il n'y avait pas eu cette ère du numérique qui est arrivée. C'est quand même, et ça c'est un enjeu aujourd'hui sur lequel il faut qu'on monte au créneau, parce qu'on ne peut plus réfléchir comme avant. On est complètement dans le 21e siècle, et même si on se disait ben non mais les robots on n'en veut pas, eh bien il y en aura partout, ils sont là, et il va falloir investir de manière massive pour que ça puisse rentrer au service des personnes qui en ont le plus besoin. Et justement, Madame Poulet, vous déployez au sein de vos établissements et services des outils numériques et des nouvelles technologies. Je pense au projet Communiquons autrement, par exemple. Mais justement, comment est-ce qu'on intègre de manière efficace ces nouvelles technologies, et surtout, comment on détermine quel est l'outil adapté en fonction du profil de la personne? Alors, sur Communiquons autrement, c'est vrai que c'est un sujet qui a été extrêmement ambitieux, puisque on a d'abord formé les professionnels. C'est-à-dire que l'étape 1, la brique 1, c'est qu'est-ce que c'est que la communication alternative améliorée. Si vous ne formez pas d'abord les professionnels, ce n'est pas la peine de leur mettre des outils dans les mains. Ça ne sert à rien, et puis en plus, ils n'ont pas envie de les utiliser, etc. Donc c'est quoi le sens de l'outil que l'on va peut-être développer ou pas développer. Donc d'abord, c'est à eux de déterminer quel est le bon outil. Donc la fin de la formation, c'est de dire, bon maintenant, voilà, vous allez... Donc nous, on a tout un plan de formation, donc assez exigeant. Et ensuite, on a un kit numérique. Dans notre kit numérique, on y a intégré différents ingrédients. Dans ces différents ingrédients, comment on a fait notre panier de services? On a été allé regarder aussi ce qui se faisait ailleurs, puisqu'il y a des évaluations qui se font dans les autres pays, et on utilise des outils. Il y a des communautés de professionnels autour d'outils qui n'existent pas en France. Si on parle par exemple de Grid qui est un outil de communication très élaboré, utilisé en Suède, ils ont des communautés de professionnels qui font évoluer, qui postent, etc. C'est ça qui nous intéresse, nous. Donc c'est de se dire, on va utiliser un outil, on va aller jusqu'au bout, on crée des communautés, on forme sur l'outil, on utilise l'outil, et puis on revient, on fait de la supervision, de l'analyse des pratiques, comme on le faisait en définitive sur le travail social, quand on avait des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, où il fallait mettre telle et telle méthode. Sur le numérique, c'est exactement la même chose. On forme, on met l'outil, on évalue, on fait de l'évaluation, de la supervision, et on fait de l'analyse des pratiques. Voilà. Merci. On va chercher des messages. Oui, c'est ça. Il faut aussi revoir les critères de prise en charge, parce que, je parle avec mon voisin, cette application, elle n'est pas du tout reconnue par les MDPH. Vous avez des personnes sourdes qui vont vouloir l'utiliser, vont demander la prise en charge de l'abonnement. Il y a des MDPH qui vont la prendre, d'autres qui ne vont pas la prendre, parce que c'est pas... Voilà. Mais on a des choses comme ça. Sur d'autres matériels, sur les fauteuils roulants, c'est le cas. Sur les casques qui protègent des bruits extérieurs pour les personnes du spectre autistique, c'est pas pris en charge. Donc tout ça, ça n'est pas... Il faut vraiment que nos institutions de prise en charge et d'accréditation évoluent et soient pénétrées par l'intérêt du progrès partagé. Je peux compléter ou terminer ce que vous dites. Effectivement, on a des discours extrêmement variés où, d'une part, on va avoir effectivement la CNSA qui va nous dire « Ah, c'est très très bien votre truc ». Eh bien, on va dire qu'on aime bien et que les MDPH ont le droit de le rembourser, mais effectivement, comme son nom l'indique, la maison départementale des personnes handicapées, il y en a une par département, et donc potentiellement un décisionnaire, voire plusieurs, par département. Et c'est amusant parce que j'en parlais avec des interprètes en langue des signes qui travaillent en Bretagne, et d'un département à l'autre,
on passe d'une prise en charge à 100% à rien du tout, à il y en a qui sont pris en charge, mais uniquement à moitié, uniquement s'ils viennent de tel service. Et là, je parle qu'à l'échelle d'une région. Et aujourd'hui, on se pose aussi la question, est-ce qu'on ne va pas se faire finalement, vu qu'on refuse la vente des données, et c'est pas faute d'être approché par des sociétés qui nous font des propositions, puisqu'on parlait de la revente de données tout à l'heure, et que la publicité, le financement par la publicité qui fait sens dans certains endroits, mais qui ne fait pas sens dans les applications de messagerie, auxquelles on peut se référer un petit peu, eh ben, l'idée est de le financer avec quelque chose de fiduciaire. Et donc, on refusait aussi, on refuse. On n'a pas spécialement envie que ce soit à la personne sourde de se dire, moi, je sors des sous de ma poche pour ça. Et en même temps, il n'est pas non plus question que ce soit son cousin entendant qui le fasse. Alors, avec la GFIP, c'est assez simple. Ils nous disent, on aime bien, et comme c'est national, à partir de ce moment-là, ils ont une discussion avec chaque personne, et c'est pris en charge à moitié, aux 3/4 ou à 100%. Mais se pose toujours la question, effectivement, de comment on finance l'objet sans avoir la douleur de sortir des sous, parce qu'effectivement, ce serait assez facile pour nous de revendre les données. Et je pense qu'à côté de ça, s'il fallait payer des outils qu'on utilise tous les jours en logiciel, c'est assez facile d'en citer une dizaine, indépendamment des GAFAM, et on n'aurait pas 1,5 milliard d'utilisateurs sur certains logiciels. Et pourtant, c'est ce qu'on cherche à avoir. Potentiellement 400 millions d'utilisateurs et plus, quoi. Oui, je crois qu'il faut pas. On a parlé des MDPH. Il ne faut pas demander aux MDPH. Les MDPH, ce sont des guichets. Ce sont des guichets administratifs qui sont incapables, et d'ailleurs personne ne leur demande, de construire réellement des projets d'accompagnement des personnes handicapées. Ce n'est pas leur rôle. Mais en même temps, ceux qui ont la responsabilité de l'accompagnement des personnes en situation de handicap ont des difficultés à évaluer les innovations qu'on leur présente. De même, les pouvoirs publics qui sont sollicités pour financer, que ce soit par la CNSA, l'assurance maladie, ou les ARS, n'ont pas les éléments pour arbitrer correctement. On a besoin d'études médico-économiques sur des outils qui devraient être considérés comme de l'investissement dans les parcours de vie, de santé des personnes. Et quand on raisonne en termes d'investissement, eh bien, il faut savoir se projeter sur plusieurs années et rapporter un investissement à ce qu'il apporte en matière de plus-value pour la santé des personnes et ce qu'il apporte également d'un point de vue économique. Et chaque fois, trop rarement, mais chaque fois qu'on a mené sur des dispositifs comme cela, des études médico-économiques, on se rendait compte très vite que l'investissement initial était très rapidement amorti, exclusivement d'un point de vue économique. Et je ne parle pas de la plus-value en termes de bien-être et en termes de santé. Donc voilà, il y a urgence à créer avec les universités, avec la HAS, avec les pouvoirs publics, en associant évidemment, et c'est très important, les personnes fragiles, handicapées au dispositif d'évaluation. C'est eux-mêmes qui doivent être placés en situation d'être les premiers évaluateurs. Mais il faut que l'on construise quelque chose. Il y a là un manque qui est cruel et que l'on paie très cher. Que les personnes handicapées paient cher aujourd'hui, mais que la société en général paie très cher. Moi, je participais il y a une quinzaine de jours à un colloque APV qui était organisé avec Clésia, Nexem également, et on faisait le bilan de l'accompagnement. APV, c'est l'accompagnement au projet de vie, c'est-à-dire c'est la personne, le professionnel qui est placé auprès de la famille d'une personne en situation de handicap et qui fait l'interface pour organiser le parcours de vie, le parcours de santé de la personne, qui fait l'interface avec l'entreprise, avec la société civile, etc. Et ce mode d'accompagnement est extrêmement pertinent. Et tous les représentants qui étaient là, y compris de l'État, se demandaient s'il n'y avait pas là une solution qui mériterait d'être généralisée à l'accompagnement des personnes en situation de fragilité, y compris d'ailleurs de fragilité sociale. Qu'est-ce que les uns et les autres s'accordaient à reconnaître sur l'accompagnement en milieu professionnel ?
quand l'accompagnement d'une personne handicapée dans un milieu professionnel est une réussite, et ça arrive très souvent, à condition que les choses soient bien préparées, que l'entreprise soit accompagnée, que les équipes de professionnels avec lesquelles la personne handicapée soit aussi accompagnée et que la personne handicapée soit accompagnée. Quand donc l'activité d'une personne handicapée dans l'entreprise est une réussite, les chefs d'entreprise, les DRH vous disent tous, certes, on est satisfait d'avoir pu intégrer dans nos effectifs des personnes en situation de handicap. Au passage, on paie un peu moins de taxes liées à l'obligation d'emploi, mais surtout, ce qu'ils disent tous, et rarement cela a été prévu dans l'équation initiale, ce qu'ils disent tous, c'est l'ensemble de l'entreprise, c'est la productivité de l'entreprise, parce que nous avons revu les process, parce que nous manageons les équipes différemment, parce que ça a créé des liens à l'intérieur de l'entreprise autour de cette ou de ces personnes en situation de handicap. C'est la productivité générale de l'entreprise qui est améliorée. Bon. Et les nouvelles technologies, les robots, ne peuvent être que des accélérateurs de ce constat. C'est des accélérateurs de cette situation. Et une fois de plus, on fait la démonstration à travers des exemples comme ceci, que ce qui est profitable aux personnes handicapées est profitable à la société en général. Merci de cette intervention. Ça me permet de rebondir sur un des plaidoyers que je fais justement dans mon rapport sur l'intérêt pour les entreprises de recruter, de maintenir dans l'emploi des personnes avec handicap. Pour les raisons que vous venez d'évoquer, c'est que l'entreprise, elle y trouve tout à fait son compte en termes d'apprentissage de meilleur traitement des personnes, de tous ses salariés, donc d'amélioration de la qualité de vie au travail, d'amélioration de l'esprit d'entreprise avec une image sociale, de solidarité, de reconnaissance. Et c'est un levier de performance entrepreneuriale. Et je plaide aussi beaucoup pour que dans les équipes productrices de matériel, d'objets connectés, il y ait des personnes handicapées qui soient intégrées, parce que d'abord, ces personnes ont des compétences qui doivent être reconnues, qu'elles sont très attirées par le domaine informatique, par les sciences informatiques, les sciences mathématiques. Elles ont une rigueur de mise en œuvre et d'application qui est supérieure bien souvent à d'autres personnes, et que si elles participent à la création des outils, eh ben forcément, ces outils n'auront pas de biais. Ils seront tout de suite conçus natif, accessible pour tout le monde. Donc l'entreprise qui fait l'effort ou qui a l'intelligence d'accueillir dans ses équipes des personnes avec des compétences de cette nature, eh bien, elle s'assure d'avoir un produit qui sera performant et qui sera utilisé par un plus grand nombre. Donc elle élargit encore son spectre de clientèle. Donc c'est gagnant pour tout le monde. Et donc c'est vraiment... on est tous intéressés. Là, bon, sur cette tribune, vous avez bien choisi pour... on plaide tous de la même manière, mais il faut qu'on aille au-delà, qu'on le dise. Les personnes handicapées ne sont pas des boulets, ne sont pas des charges, ce sont des ressources, ce sont des personnes qui ont des compétences dont on a besoin et qui nous rendent encore plus humains et qui rendent l'entreprise encore plus performante. Tout à fait. Et vous avez raison, en fait, la co-conception, nous on le voit aussi dans notre activité. C'est vrai que c'est un système gagnant-gagnant. C'est gagnant pour le concepteur, c'est gagnant pour le bénéficiaire. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne mieux, c'est certain. Il y a juste une dernière chose que je voulais aborder, c'est en fait cette thématique, elle fait clairement l'objet un peu d'un flou de périmètre entre le ministère de la Santé, celui de l'Éducation nationale, le secrétariat d'État chargé au handicap, chargé au numérique. Et donc, du coup, je me demandais si vous aviez un avis sur la question de comment on peut finalement venir pallier à ces difficultés d'organisation collective. Vous avez 3 heures. Je pense que si on avait la recette, on l'aurait déjà mise en œuvre. Hein, voilà. Oui, moi, je pense que c'est la transversalité totale.
Hein, on a la chance là d'être à une nouvelle période. On a un président de la République qui a dit que le handicap serait la priorité du quinquennat, qu'il fallait construire une société inclusive. Et ben ça, ces paroles-là, ça doit fertiliser toutes les politiques publiques. Il n'y a pas d'un côté les politiques de santé, de l'autre côté les politiques d'emploi, et puis les politiques sociales, et puis les politiques éducatives. Tout doit considérer la personne handicapée, l'enfant, l'adulte, le devenu handicapé, voilà, dans ces actions. Et Muriel Pénicaud l'a dit très bien, très clairement l'autre jour, elle a dit chaque fois qu'on engage une action, on doit penser handicap. Voilà, une pensée native. Donc, je pense que si cette ministre-là est là, hein, bon, c'est que le travail, il a déjà bien été engagé. Hein. Alors, c'est la ministre du Travail, bien sûr, mais je pense que, voilà, notre travail à nous tous, qui sommes persuadés de ce qu'on dit, c'est pas un discours fabriqué, c'est un discours conçu. Moi, je travaille aussi beaucoup, j'ai été formée, enseignée par William, qui m'a convaincue que voilà, les personnes avec autisme avaient des compétences à utiliser, mais voilà, c'est pour ça que je suis... Voilà. Mais je crois qu'il faut qu'on soit tous engagés à convaincre autour de nous. Alors je regrette qu'il n'y ait pas plus de monde qui soit venu, mais en fait c'est peut-être aussi parce que les gens s'imaginent que nouvelles technologies, ça ne les concerne pas. Mais bien sûr que si, ça nous concerne tous. Et on a tous envie d'avoir des objets nouveaux, connectés. Enfin, moi je me souviens, ma mère, elle rêvait d'avoir les petits robots électroménagers qui, maintenant, on trouverait ça ridicule. Vous, les jeunes femmes, avoir un robot Moulinex. Mais à l'époque, il y a 50 ans, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et ben aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des outils, des objets connectés, ils veulent des outils qui marchent tout seuls. Il faut qu'ils comprennent que ça ne marche pas tout seul, ça marche parce qu'il y a une intelligence humaine qui l'a mise en œuvre, qui l'a fabriqué, voilà, et que c'est un outil de complément, d'accélération, d'amélioration des compétences de tout le monde, au bénéfice de tout le monde. Oui, je crois que en matière de santé, l'État a su se réorganiser en partie seulement pour agir de manière transversale, avec un objectif qui est l'amélioration du bien-être et de la santé des populations. Il faut aller au bout de cet effort. Les ARS, par exemple, au niveau régional, sont des structures transversales qui agissent sur des objectifs et des priorités de santé et qui réunissent les acteurs, les moyens, les financements nécessaires pour agir sur un objectif de santé. L'État, dans notre pays, au niveau national, n'est pas totalement organisé de cette manière-là. Il y a des agences nationales, c'est très bien, elles traitent globalement les sujets de santé, mais au niveau des ministères, ce que vous évoquiez à l'instant, des administrations centrales, chacun est resté effectivement cloisonné en silo, et ça pose un réel problème. Mettons en place des outils d'évaluation, mettons en place des outils de financement, ça participera à cette direction de l'État, la mise en œuvre des politiques publiques sur des objectifs de santé. Ce sera un beau résultat si on y arrive. Il y a un acteur qu'il ne faut pas oublier sur ces histoires de nouvelles technologies et en particulier de robots, c'est le monde de la recherche et en particulier le monde des neurosciences. Quand on est sur des sujets comme les troubles autistiques, les DIS, les problèmes de langage, les problèmes d'expression, les neurosciences ont fait et continuent à faire des progrès considérables. Il faut qu'on connecte dans des ensembles de recherche appliquée la recherche fondamentale qui vient du côté des neurosciences avec les entreprises, avec les professionnels, avec les personnes handicapées. Il y a là une transversalité et des synergies à mettre en place qui sont indispensables. Écoutez, parfait. Merci beaucoup pour vos interventions aux uns et aux autres, très enrichissantes, qui je crois ont bien montré à la fois que pouvaient être les robots, à quoi on pouvait les utiliser, les différentes variétés de robots bien sûr, mais aussi et surtout ce qu'on constate quand même et qui a été un sujet très débattu, très discuté ce soir, c'est aussi toute la problématique d'amener finalement ces robots, le comment, et dans le comment il y a bien évidemment le financement et tout ce qui reste à faire, tous ces chantiers qui restent devant nous, sans oublier bien sûr la conception pour tout le monde dès le début et le développement pour tout le monde.
Juste un dernier mot, parce qu'il faut savoir quand même que cette thématique elle va être quand même pas mal développée sur ces 2 jours. Et notamment, on a demain matin, il y a Olivier Duris, qui est donc un grand spécialiste de domaine, qui a rédigé un magnifique livre qui intitule, donc son ouvrage s'intitule L'enfant, le robot et les écrans. Et donc il sera là pour un atelier spécifique demain matin. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin ou continuer en tout cas dans cette thématique, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, je vous remercie encore, merci pour votre attention et en espérant que cela nourrit des réflexions.